les Alpes. Parcourant l'Europe de la France à la Slovénie, en passant par l'Italie et l'Autriche, cette chaîne de montagnes forme une barrière naturelle entre la mer Méditerranée et le Danube. Ces écosystèmes incroyables et ces roches diverses constituent des paysages naturels magnifiques, ce qui attire des touristes venus du monde entier. Une autre richesse nous vient de l'histoire de sa formation, et c'est celle-ci que nous aborderons durant cette vidéo. Pour comprendre les étapes de la création des Alpes, nous sommes partis en quête d'indices pétrographiques et tectoniques à plusieurs endroits des Alpes du Sud-Est. Nous avons observé lors de la première S que l'altitude moyenne d'un continent est de 300 mètres et que l'altitude moyenne des fonds océaniques est de moins 4500 mètres. Mais selon l'hypothèse que la Terre est homogène, composée de mêmes éléments, l'altitude moyenne serait alors de moins 2200 mètres, ce qui n'est en réalité pas le cas. Et c'est ce raisonnement qui prouve que la Terre est hétérogène et donc composée de différentes roches au niveau des deux croûtes. Voyons maintenant la toute première étape. L'augmentation de la température en profondeur va diminuer la densité et faire remonter des roches moins denses et moins ductiles. Elles vont, en remontant, créer un rift par effondrement de roches en surface, lié aux failles inverses, elles-mêmes liées aux zones plus froides où la roche va casser en créant des escaliers, appelés marches passives. Voici un exemple de rift actuel, le rift de Silfra en Islande. Les roches vont continuer à monter et ainsi apparaîtra un océan, avec une dorsale dans son milieu. Cette dernière va permettre la remontée de magma, et donc la divergence océanique. Les sédiments sont des êtres vivants et des particules issues de l'érosion qui se déposent successivement au fond de l'océan. Avec le temps et le tassement, ils deviennent des couches compactes et ainsi une roche sédimentaire se forme des milliers d'années plus tard. Nous avons été témoins de plusieurs indices de sédimentation pendant notre parcours. Au rocher de la Perdrix, près du Chenaillet, nous avons pu observer des roches rose-violettes sous forme de strates. Pour savoir si elles étaient composées de calcaire, nous avons déposé de la soude sur la roche. Si la présence de calcaire est confirmée, il y aura effervescence, ce qui n'a pas eu lieu. Nous en déduisons que cette roche est de la radiolarite, composée de coquilles d'animaux silicieux, qui ne réagit pas à l'acide, ce qui en fait de la roche minérale. Ces roches se sont formées durant le Jurassique supérieur, il y a environ 150 millions d'années. La présence de fossiles montre que c'est une roche sédimentaire et qu'elle devrait normalement se trouver au fond de l'océan. À d'autres arrêts, comme au Puy Saint-Clément, d'autres roches sédimentaires ont été aperçues. La roche claire est du sable compacté en grès, et la roche sombre de l'argile aussi appelée schiste. On appelle cette alternance entre le grès et le schiste un flysch. Lors de notre arrêt au col de l'Izoard, nous avons pu voir un paysage dégradé par l'érosion due au vent ainsi qu'à la pluie. De plus, nous avons découvert une roche, du gypse. Cette roche sédimentaire datant du Trias, donc d'il y a 250 millions d'années, fut créée dans les eaux peu profondes à environ 20 mètres sous l'eau. De plus, nous avons noté sa couleur blanche. Les géologues l'ont surnommée roche savon car elle est très glissante et ainsi toutes les couches situées au-dessus d'elle ont glissé et sont parties ailleurs. Cela crée donc une nappe de charriage. Sur ce site, nous avons tout de même noté un certain nombre de pics rocheux non érodés faits de carnioles. Il s'agit d'une réaction entre le calcaire et le gypse. Cette carniole, plus dense, est donc moins facilement érodable. Cette densité explique la présence de pics puisqu'ils n'ont pas pu être autant érodés en raison de cette densité supérieure. Sur le site du Chenaillet, nous avons pu déterminer près de la cabane du douanier que cet endroit était divisé en 3 parties, avec en bas de la roche de couleur gris-noir, au-dessus elle devient plus claire, et enfin c'est de la roche de couleur sombre qui apparaît en haut. Après observation sur le terrain, la roche gris-noir était de la péridotite, normalement verte à cause de sa composition en olivine. Elle est aussi constituée de pyroxène, mais ici noire car cette dernière est hydratée. Nous avons sur la partie la plus haute du basalte en coussin, ou pile au lava refroidi en dorsale océanique. Puis nous avons ensuite démontré que la roche présente entre ces deux cités précédemment était du gabbro, qui se situe toujours entre de la péridotite et du basalte. Ces 3 roches composent l'ophiolite du Chenaillet. La croûte océanique a une épaisseur de 7 km et est composée en profondeur de gabbro et de basalte au-dessus. Nous savons aussi que ces roches sont magmatiques, mais cependant, malgré leur même composition chimique, leurs structures sont différentes. En effet, lorsque l'on observe le basalte, celui-ci est composé de minéraux non cristallisés, c'est-à-dire qu'il est microlithique, contrairement au gabbro composé de plagioclase et de pyroxène, et totalement cristallisé. C'est donc une structure grenue. Ces structures sont donc bien différentes malgré une composition chimique identique. Cela est dû à la vitesse de refroidissement du magma. En effet, lors du refroidissement rapide du magma, la roche ne pourra cristalliser entièrement comme le basalte, appelé alors volcanique. Alors que si elle refroidit lentement, la cristallisation se fera lentement et ainsi apparaîtra de nombreux et gros cristaux, comme le gabbro, appelé alors plutonique. La croûte océanique repose sur le manteau océanique composé uniquement de péridotite. On a donc une limite chimique entre la croûte océanique et le manteau appelé Moho. Ce manteau est divisé en 2 parties.
le manteau lithosphérique et le manteau asténosphérique. Cette limite est non pas chimique mais cette fois-ci physique, puisque la péridotite change d'état à 1350 degrés et devient ductile au-delà de cette température. Au fur et à mesure que la dorsale s'élargit par dépôt de sédiments, la lithosphère océanique va s'épaissir suite à l'augmentation de profondeur de l'isotherme 1300 degrés comme vu auparavant. La densité de la lithosphère océanique augmente en fonction de son âge et ainsi, un moment arrivera où celle-ci sera aussi dense que le manteau lithosphérique, entraînant un enfoncement de cette lithosphère océanique. Cette densité du manteau lithosphérique est supérieure à l'asténosphère et ainsi, la lithosphère océanique sera plus dense que l'asténosphère, entraînant la subduction de la lithosphère océanique. Lors de notre arrêt au Chenaillé, nous avons découvert des métagabbros de couleur verte. Cela nous montre que ces roches sont descendues entre 5 et 10 km de profondeur et qu'elles sont remontées à la surface. C'est une roche issue des métamorphismes hydrothermales des gabbros. Elle est composée de chlorite, actinote et plagioclase. Quand une roche subit un métamorphisme, c'est-à-dire une roche issue d'une autre roche, on lui donne le préfixe méta. C'est donc pour cela que le gabbro prend le nom de métagabbro. La présence de ces métagabbros verts au Chenaillé nous permet de penser que le Chenaillé est un morceau de la lithosphère en subduction descendu à 5 km de profondeur, puis remonté, d'où la présence d'ophiolite. Ensuite, à Château-Queyras, nous avons pu voir des roches de rivière, des gabbros bleus. Cette roche, pour sa transformation, nécessite certaines conditions, ne se trouvant uniquement qu'à 20 km de profondeur. Cette couleur provient de la réaction chimique entre la chlorite se trouvant dans des métagabbros verts, avec du plagioclase et du pyroxène, qui avec les conditions de pression et de température nécessaires, donne de la glaucophane. La glaucophane de couleur bleue forme une auréole autour des pyroxènes. Ici, les gabbros sont donc plus descendus en profondeur que ceux du Chenaillé. Dernièrement, nous avons vu en cours la présence de métagabbros de couleur rouge. Ces métagabbros se forment à une profondeur avoisinant les 50 km de profondeur. Les métagabbros bleus perdent leur glaucophane au profit de la gédéite et du grenat pour devenir de couleur rouge. La collision continentale est un phénomène géodynamique, se produisant à la limite convergente de deux plaques tectoniques où deux lithosphères continentales se rencontrent. Après un événement de subduction, elle se manifeste par le chevauchement d'une lithosphère sur une autre. Lors de notre sortie, nous avons pu voir qu'il y a beaucoup d'indices qui nous laissent penser qu'une collision a lieu ici. Par exemple, à la nappe du Guil, nous avons pu voir la présence de la plaque du Trias sur celle du Crétacé et Jurassique. Nous savons que cette plaque ne devrait pas être au-dessus de celle du Crétacé. Cela est en effet dû à une faille inverse qui a créé une convergence et cela se termine avec un chevauchement de la plaque plus ancienne sur la plaque plus jeune. Nous avons aussi une autre preuve au Pli Saint-Clément où le fond océanique a été compressé par des forces des deux côtés de la plaque qui créent des plis de bas en haut. Cette sortie géologie dans le massif des Alpes nous a permis de comprendre toutes les étapes de la formation des Alpes, de l'ouverture d'un océan à la création des rifts jusqu'à la fermeture de celui-ci et la création d'une chaîne montagneuse. Grâce à des éléments tectoniques et pétrographiques, nous avons pu affirmer la présence d'un océan entre l'Europe et l'Afrique. Nous comprenons mieux maintenant comment certaines roches normalement en profondeur sont remontées à la surface et inversement. Nous savons aussi comment se forment les plis de sédiments, ainsi que les raisons pour lesquelles les roches peuvent se retrouver à des dizaines de kilomètres de leur lieu d'origine. Nous avons découvert un troisième type de roches, les roches métamorphiques. Les Alpes sont donc l'objet d'un intense mécanisme géologique. Elles existent depuis des millions d'années et resteront encore quelques temps.